Tu vois, genre, j'en étais rendu à un point où tout m'indiquait qu'il était temps que je me barre, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, allez, soit je reste ici et dans ce boulot, je continue de gagner ma croûte et puis, bon, advienne que pourra, mais c'était pas super excitant. Soit je me lance, mais le problème, c'est que je n'avais pas vraiment le next step. Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui j'accueille Gaëtan. C'est le premier non-dev que je reçois dans l'émission. Et oui, il est freelance Facebook Ads. Ne vous en faites pas, on a quand même parlé un petit peu de code. J'ai voulu avoir Gaëtan dans l'émission pour qu'il nous parle de sa première expérience de digital nomade qui fut un échec. Nous voulions prendre à contre-pied cette image d'épinal du digital nomade qui code sur la plage. Gaëtan nous partage sans filtre les étapes de son voyage initiatique à la recherche du nomadisme digital. Entre ses erreurs, ses fausses croyances et ses rêves, son parcours a été semé d'embûches. Pour atteindre son objectif, il lui a fallu 3 ans, parcourir des milliers de kilomètres à travers 3 continents, pour enfin répondre à la question comment devenir digital nomade. Sans transition, je vous laisse avec mon interview avec Gaëtan. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas le cas, commentez, ça fait toujours plaisir. Bonjour Gaëtan et merci d'être sur le podcast. Aujourd'hui j'ai envie de parler avec toi de nomadisme digital, mais avant toute chose j'ai envie que tu te présentes. Merci Gaëtan pour l'invitation. Moi aussi, je m'appelle Gaëtan. J'ai 30 ans et je suis encore actuellement ingénieur commercial. Plus pour très longtemps puisque d'ici fin septembre, ce sera plus le cas et je me lancerai à 100% à mon compte. J'ai déjà eu une expérience de nomade digital, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai essuyé pas mal les plâtres, j'ai fait un peu toutes les erreurs qu'on peut faire quand on se lance au tout début. Donc je pense que tu auras des questions à me poser là-dessus qui pourront aider les personnes qui souhaitent elles aussi se lancer. Oui, je pense que à nous deux, on a fait beaucoup d'erreurs quand on a voulu se lancer pour la première fois et je pense que dans nos deux cas, ça a été un échec la première fois. Donc c'est un peu pour ça que je veux t'inviter pour qu'on puisse en parler, de transmettre et de dire un peu où est-ce qu'on s'est trompé et un peu quelles étaient nos fausses croyances. Donc sans transition, moi déjà je vais commencer par la question qui est la plus évidente, c'est pourquoi tu as voulu devenir digital nomade? Pour que je réponde à la question, il faut que je fasse un petit retour sur où j'étais avant de me lancer. Donc, bon, classique, école d'ingénieur, premier boulot en tant qu'ingénieur à Paris, le bureau, donc vraiment classique, hein, métro, boulot, dodo. Des collègues, somme toute, très sympas, mais au bout de déjà 1 an, 2 ans, tu commences à te dire qu'il y a certaines choses qui te manquent, quoi. Quand tu fais tout le temps la même chose, tu vas tous les jours à la même heure au bureau faire sensiblement les mêmes tâches qui s'apparentent à écrire des mails et à remplir des tableaux Excel, c'est pas super palpitant. Et moi, ce qui m'amusait le plus, c'était notamment quand je faisais des déplacements commerciaux. Donc, tu prends l'avion, tu vas en Allemagne, tu vas rencontrer le client, ça fait bouger, ça change, t'es dans des hôtels sympas, la vie est un peu cool. Et voilà, de fil en aiguille, tu fais des recherches sur YouTube qui t'amènent à comment gagner sa vie en ligne. Gagner sa vie en ligne, c'est la possibilité aussi de t'expatrier, de travailler sur le web et de gagner des revenus depuis où tu veux. Et puis tout ce qu'on entend autour de t'es sur le bord de la plage à Bali et t'as de l'argent qui rentre en automatique. Voilà. Et bon, je préférais largement cette perspective plutôt que de continuer une carrière que j'aurais très bien pu faire toute ma vie dans ce premier job. Et du coup, je me suis progressivement orienté vers les métiers du web. Euh, Ce que j'ai fait au tout début, c'est quelque chose qui était d'ailleurs assez en vogue peut-être à l'époque. C'est donc du dropshipping, hein, tout simplement. Donc, tu lances une boutique en ligne, tu ouvres une boutique, tu mets des produits dessus qui sont la plupart du temps des produits qui viennent d'AliExpress, donc en Chine. Et tu envoies du trafic Facebook ou d'autres sources, hein, SEO, Google, ce que tu veux, mais en l'occurrence Facebook s'y prête bien pour envoyer du trafic sur la boutique, faire des ventes. Et si ta boutique est rentable, et ben bingo, tu gagnes ta vie sur le web et tu peux commencer à t'expatrier, pourquoi pas diversifier ton activité, la faire croître, ce genre de choses. Donc tout ça, c'était le but initial.
Ce qui s'est passé en pratique, c'est que j'ai testé une, deux, trois boutiques que, en rétrospective, évidemment, elles étaient complètement flinguées, elles étaient nulles, elles avaient aucun message, enfin, ça avait aucune chance de fonctionner, Euh, que ça me prenait énormément de temps, beaucoup d'énergie, que voilà, je rentrais le soir du taf, je faisais une petite sieste de 30 minutes parce que je savais que j'allais charbonner le reste de la soirée sur ma boutique en ligne. Et je bossais comme ça jusqu'à être crevé pour des petits résultats. Et je m'apercevais que c'était pas forcément, c'était pas viable juste physiquement quoi. J'avais une hygiène de vie qui se détériorait. Je sortais plus, je voyais plus mes potes parce que j'étais concentré que sur ça quand j'étais pas en train de bosser. Et du coup, c'est posé un peu une question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue dans cette voie-là ou est-ce qu'on s'y consacre à 100% de manière à voilà, se donner les chances de réussir. Donc vraiment travailler à fond dessus tout le temps pour monter plus vite en compétences, avoir plus de temps à dédier à la boutique en ligne, tout ça, tout ça. C'est comme ça que ça a commencé. Peut-être que j'en reste là ou tu veux que j'approfondisse? Bah, la question que j'ai à te poser, c'est un peu, est-ce que tu as généré tes premiers revenus comme ça ou t'arrivais à l'équilibre ou même t'étais à perte? Alors, j'avais une boutique qui était en break-even. Donc, break-even, c'est un terme anglais qui signifie que tu es à rentabilité ou plutôt, ouais, tu es à l'équilibre entre les dépenses et les revenus. Bon, évidemment, c'est pas avec ça que tu vis de ton activité. Mais si tu veux, ce que je pensais, c'était que justement pour aller à l'étape d'après, il fallait que je me libère de tout mon temps. Donc, je suis parti de mon job avec un peu d'argent de côté, un pseudo-plan qui était, apparemment, je sais faire une boutique en ligne, j'arrive de temps en temps à être break-even. Si j'y vais à fond, ça va mieux marcher. Et du coup, j'avais pas une source d'argent qui me permettait de vivre, qui était déjà là. J'avais pas d'argent qui rentrait sur mon compte en banque par une source internet, quoi. Ok, mais t'en avais pas qui sortaient pour autant. Bah si, parce que si tu veux, pour une boutique qui marche, et encore, c'était que du break-even. T'as une phase où tu testes des choses, quoi. Tu lances une boutique, tu as les coûts de lancement de la boutique, tu lances tes premières publicités, ça fail. Donc, du coup, tu as des coûts qui s'accumulent avant de générer des premières ventes. Et puis, quand bien même c'est des ventes, après, tu payes la marchandise, t'as des taxes, t'as des impôts, tout ça, ce qui fait que ça grignote tout ce que tu arrives à faire. Donc, à moins que tu sois sur finalement une vraie activité qui est bien rentable, une vraie boutique bien installée, un projet marketing solide, quoi, hein, une entreprise. Euh, J'étais pas sur ce schéma-là et donc du coup, j'étais pas à ce stade de vraie boutique rentable, c'est clair. Oui, t'étais plus au stade du side project. Et comment t'en es venu à te lancer? Parce que t'as pas eu peur de te dire, mais attends, je génère zéro et je vais quitter mon job et je vais aller traverser le monde. Ouais, si tu veux, au bout d'un moment, tu as une espèce d'autoconviction, quoi. Tu as un projet personnel, tu as envie de le réaliser. Et je trouvais un peu des coïncidences, tu vois. Genre, j'arrivais pas à dire à mon manager, ouais, j'ai envie de quitter l'entreprise pour me lancer sur mon projet. Et un jour, on était au bureau, donc on était tous les deux dans le même bureau. Et mon téléphone, donc j'avais mon appli Shopify dessus. Et j'ai fait une vente et ça a fait un gros kaching pour ceux qui utilisent Shopify. Ça fait un bruit de tiroir caisse. Genre ça a résonné à fond dans le bureau, on entendait que ça. Je me suis dit bon, il est peut-être temps que je lui parle de ce que je fais. J'avais suivi un mec sur YouTube, là, une espèce d'influenceur américain, dropshipping. Et puis il avait fait un petit concours pour gagner 500 $. C'est moi qui l'ai gagné. Et il m'avait envoyé 500 $ sur PayPal pour lancer mon projet. Enfin, il y avait des trucs comme ça où je me disais, ouais, tu vois, j'arrivais, je sais plus, à la fin d'un abonnement Vélib, tu vois, genre, j'en étais rendu à un point où tout m'indiquait qu'il était temps que je me barre, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, soit je reste ici et dans ce boulot, je continue de gagner ma croûte et puis bon, advienne que pourra, mais c'était pas super excitant. Soit je me lance, mais le problème, c'est que j'avais pas vraiment le next step. Je croyais peut-être un peu aveuglément que tout allait se dérouler
un peu plus facilement une fois que j'aurai le temps de m'y consacrer. Ça n'a pas été exactement le cas. Mais c'est comme ça que j'ai décidé en tout cas. C'est à ce moment-là aussi où j'ai commencé à me rapprocher d'autres entrepreneurs web sur différents réseaux. Ces gens-là proposaient une retreat, un petit, comment dire, un séjour au Mexique où pendant plusieurs mois tu es en accompagnement un peu incubateur sur du marketing web. Et je me suis dit, oh, bah, c'est super, je vais rencontrer des gens qui, eux, ont déjà fait de la thune sur des boutiques en ligne. Donc du coup, ils sont dans ma thématique, ils font des ventes. Bah, super, si je rencontre ces gens, ils vont me dire, bah, par rapport à ce que tu fais, il faut que tu changes ça et ça va commencer à marcher. Et donc, bah, tout ça, ça s'est enclenché et j'ai fini par partir. Et la première destination, donc vraiment full nomade, je suis parti au Mexique. D'accord. Alors, ce qui est assez intéressant parce qu'on s'est rencontrés en Thaïlande. Donc, Ouais, on s'est entre le rencontrés en Mexique et Thaïlande. la Thaïlande, déjà, quand t'es arrivé au Mexique, t'as fait quoi exactement? Alors, quand je suis arrivé au Mexique, donc il y avait cet accompagnement là avec deux gars donc, qui faisaient du drop, qui faisaient des vidéos YouTube et tout, qui avaient des bons résultats, qui étaient des growth hackers. Donc le growth hacking, j'aimerais bien me prêter à une définition, mais c'est un truc toujours un petit peu fumeux pour moi. En gros, c'est trouver des techniques d'acquisition de trafic, comment faire en sorte d'aller chercher des clients par des manières un petit peu ingénieuses et les ramener sur un site web pour faire croître une activité. Donc growth, c'est croissance. Bref, donc ces gens, ils faisaient ça. Et ils l'appliquaient au commerce en ligne. Mais du coup, c'est surtout qu'ils avaient un vrai background marketing derrière. Et le truc qui était bien, c'est qu'ils ont reposé les bases, quoi. C'était pas genre, non, mais en fait, tu as fait une boutique break-even, super, tu vends des produits AliExpress. Qu'est-ce que tu as envie de faire pour gagner ta vie? Euh, Est-ce que tu as une idée de l'offre que tu as envie d'offrir? Enfin, essayer de reposer un petit peu les fondations de ça. Et ça m'a un petit peu déstabilisé. Je m'attendais pas à ça, mais je me suis vraiment prêté au jeu. Et ça a donné qu'au final, je m'étais dit, ouais, en fait, ce que j'adore, c'est voyager. J'aimerais gagner ma vie en voyageant. Donc, plutôt que de faire du e-commerce et d'une boutique en ligne, je vais faire une chaîne YouTube qui va parler de voyage. Euh, et, euh, et honnêtement, c'est comme ça que c'est commencé. Donc la chaîne YouTube qui existe encore, mais toutes les vidéos sont en archive, où je parle de voyage, quoi. Et j'avais aucune idée de comment j'allais monétiser ce truc, quoi. Mais j'étais au Mexique, je prenais des vidéos, ouais, je suis au Mexique, alors au Mexique tu peux faire ceci, cela et tout, un peu en influenceur comme, je sais plus, Bruno Maltor, mais qui fait des vidéos 50 fois mieux. Et, euh, et donc du coup, bah, j'ai fait cette chaîne YouTube au Mexique sur le temps qui me restait au séjour avec les gars là. Ils continuaient de me donner des aides et tout. Ils me disaient d'aller, je sais pas, par exemple, contacter des gens sur LinkedIn pour leur parler de mon activité, essayer d'aller choper des clients sur le changement de vie, comment aider les autres à faire le changement de vie. Et alors ça, si je peux faire une parenthèse là-dessus, parce que c'est un peu le truc qui me fait le plus de peine sur ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'étais un peu paumé sur ce que j'allais faire. Et mon idée, c'était de dire, bon, bah, à mesure de mes découvertes, ça va se faire. Et donc, du coup, je vais aider les gens à faire ce que je fais. C'est-à-dire, je vais aider des gens paumés à découvrir ce qu'ils veulent, sachant que moi, je suis paumé et que je ne sais pas ce que je veux. Donc, erreur fatale, évidemment. Mauvaise cible, des gens qui ont pas de thunes, qui n'ont pas d'idée de projet, qui n'ont certainement pas de compétences, qui sont pas prêts. Moi qui suis pas prêt à le faire non plus, qui n'ai pas de compétences spéciales et tout. Et je vois d'autres personnes qui l'ont fait sur YouTube, etc. Et je comprends un petit peu par où on peut en arriver par ça. C'est presque une autothérapie. Mais bon, c'était un peu une erreur fatale. Bref, bref, le projet continue un petit peu comme ça en étant flottant. Le Mexique se termine, la chaîne YouTube reste. Je refais un petit tour en Bretagne, je continue un peu les vidéos en mode business en ligne, truc un petit peu basique, un peu très général. Et j'avais envie de partir en Thaïlande, donc je repars, mais cette fois-ci en Thaïlande, c'était en janvier 2019. Et je continue Alors, la chaîne YouTube. Ah, pardon. je vais t'interrompre un petit peu. Donc, tu es rentré en France. Alors,
Déjà, dans ce que tu me dis, moi, ce que je vois, c'est que tu as fait l'erreur que beaucoup de débutants font, c'est de courir après l'objet brillant ou de Mhm. changer tous les 3 mois de sujet. Donc, au final, tu Absolument, accomplis. absolument, ouais, ouais. Et, et pourquoi à ce moment-là, tu te dis, mais tous les 3 mois, tu vas changer d'activité, quoi? Parce que, en fait, c'est quand t'as pas de ligne de mire finalement, quand tu es en recherche perpétuelle, tu es un peu auto-centré, que le problème est mal identifié. Le problème, c'est toi, c'est comment tu vas faire pour gagner de l'argent. Et au final, dès que tu trouves une nouvelle opportunité, forcément, tu te retournes vers ton problème personnel. Ah ouais, super, c'est ce truc qui va m'aider à changer ma vie. Alors aujourd'hui, c'est du e-commerce. Demain, ça va être lancer une chaîne YouTube. Après, ça va être le code, sachant que je me suis auto-formé au code plus tard en me disant j'ai vraiment envie de bosser en ligne, c'est la voie royale, il faut que je fasse de code parce que j'ai tout essayé et tout. Donc bref, j'ai vraiment j'ai testé plein de trucs. Et aujourd'hui, en ayant fait tout ça, en ayant pris le temps de digérer ces échecs et d'apprendre de mes erreurs, t'approches les choses différemment. Tu te dis, bon d'accord, j'ai envie de gagner ma vie, mais ça se gagne pas comme ça. Il y a l'argent, il est où? C'est des gens qui ont des problèmes, qui ont besoin de les résoudre, et ils n'ont pas trouvé de solution à ce problème, et c'est à toi de leur apporter. Et pour l'apporter, il faut vraiment avoir une offre, donc définir qui est ta cible, quelle est ta proposition de valeur, construire ton offre et aller la présenter, la tester un peu, confronter au marché. Et si là ça marche, c'est un cercle vertueux parce que tu fais que t'améliorer, tu montes en compétence, donc forcément les gens ont un retour vers toi qui est bien meilleur, donc le marché te le renvoie, et puis c'est comme ça que tu construis une activité. Après tu gagnes de l'argent, tu es super heureux, ça t'automotive, et boum, t'as plus besoin de changer d'activité, quoi. Enfin, c'est un peu comme ça que je le conçois. Ouais, et moi ce que je vois aussi, est-ce que ce temps-là aussi ça a été un peu du temps, pas d'observation, mais d'apprentissage où tu es allé dans toutes les directions et tu savais pas très bien où aller, mais au moins tu es allé dans une direction, tu as vu que ça te plaisait pas, tu changes de direction, tu as vu que ça te plaisait pas, et ainsi de suite. Bah ouais, en fait, j'en serais pas là aujourd'hui à lancer un nouveau projet avec un peu plus de recul si j'étais pas passé par là. C'est toujours plus facile, tu sais, en rétrospective, de dire ouais, bon, bah j'ai appris de mes échecs et tout. En vrai, j'étais un petit peu paumé, j'avais pas trop de plan de bataille, mais il fallait bien passer par là, hein, finalement. Ça m'a pas servi à rien, tu vois, genre. Le e-commerce, Shopify, Facebook Ads, figure-toi que c'est là-dessus que je me réoriente, mais vraiment bien niché dessus. Derrière, j'avais déjà eu une chaîne YouTube, donc tu comprends un petit peu plus les ressorts de la création de contenu, t'adresser à une audience, référencer tes vidéos, faire en sorte voilà, qu'elle capte un peu l'attention. Bon, ça, je vais le réutiliser en faisant bientôt une nouvelle chaîne YouTube. Je fais de la création de contenu quotidienne sur LinkedIn. Donc là, c'est pareil, c'est avoir un plan de contenu, interagir avec la communauté, faire en sorte de ressortir ton profil, d'optimiser ce genre de choses. Donc tout ça aide. Après, le code, parce que je l'ai dit quand même, je l'ai testé. Et puis, c'est ta chaîne, ça parle de code. Pour autant, je vais pas en faire ma carrière. Là, pour le coup, je l'ai testé et je le garderai plus comme hobby, quoi. Franchement, c'était super intéressant. J'ai fait du Open Classroom, Codecademy, Audit Project. Je fais des projets perso. Je kiffais trop ça. Je faisais de la Jamstack et tout. Je faisais des petits sites statiques. Voilà, c'était trop cool. Bon, j'ai un niveau. Je suis un codeur du dimanche, quoi. Mais voilà, ça m'a plu et j'ai su que c'était pas par là que je voulais passer. Sachant que quand tu regardes un peu les ressources en ligne et tu veux devenir nomade digital, go, sois développeur, quoi. Ouais, ça c'est. Après, on y reviendra peut-être après, mais je pense que développeur, c'est pas le meilleur point. Mhm. Mais donc, on va reprendre sur toute la partie Thaïlande. Donc, tu vas en Thaïlande. Donc là, tu es à ce moment-là YouTuber. Ouais. Ok. Bah ouais, hein. J'arrive en Thaïlande en continuant en fait les vidéos, en me lançant un petit projet. Je crois que c'était la première vidéo de mon arrivée à Chiang Mai. C'était nomade digital à Chiang Mai. En fait, j'avais vu une vidéo de Stan Leloup, la Marketing Mania, que tes auditeurs connaissent peut-être. Donc, il a une grosse chaîne YouTube qui parle de marketing, qui fait des études de cas, un peu storytelling.
Et il y avait une vidéo qu'il avait faite, c'était juste avant que je parte à Chiang Mai, où il disait si moi je repartais de zéro, que j'avais zéro compétence, qu'est-ce que je ferais? Il disait bah, la première chose que je ferais, je prendrais un job de type freelance qui me permettrait de générer du cash, genre la publicité Facebook, j'irais démarcher des gens sur LinkedIn, j'aurais du cash avec ces gens-là, ce qui me permettrait d'alimenter ma vie. Et soit je développerais cette activité à fond, soit derrière je lancerais un side project qui serait devenir nomade digital. Et donc du coup là-dessus je fais de la création de contenu, j'apprends aux gens à s'installer là-bas. J'attire d'autres nomades digital à moi, je fais des formations, je fais des sommets de nomades digital, tout ça, et puis du coup je fais une activité qui scale. Bah, moi je suis passé tout de suite à cette deuxième activité en me disant ouais super, c'est ce que j'ai envie de faire, j'avais déjà commencé avec cette chaîne YouTube. Et bim, je commence les vidéos. Chiang Mai, voici comment trouver un logement. Chiang Mai, voici les coworking, ceci, cela. Et en plus, comme je suis arrivé tout seul, bah, je faisais un petit peu de réseautage et j'allais sur des groupes Facebook. Je disais aux gens, ouais, bah, je fais du contenu. Je serais intéressé par rencontrer d'autres nomades digitaux. Est-ce que ça vous intéresserait d'en parler, peut-être de faire une interview, ce genre de choses? Et c'est comme ça que j'ai découvert quelques nomades qui ensuite m'ont amené vers toi. Oui, c'est vrai. Alors, on s'est rencontrés dans un bar. Mhm. C'est tout ce que je me souviens. Ouais, ouais, c'était Yellow, le Yellow, je sais plus quoi. C'est un gros Je bar sais pas, de Chiang mais Mai. après deux verres de Sanson, je me Zoé and souviens plus Yellow. de grand-chose. Ouais, c'est ça. Zoé and Yellow. On avait pris deux verres de rhum thaïlandais là, et puis après c'était Let's Go jusqu'à ce que la piste ferme, ce qui est assez tôt en Ouais. Thaïlande. Je sais plus si c'est à minuit tout ferme, mais Bah, moi, on m'a dit ça l'autre jour, mais je m'en souviens pas du tout. J'ai complètement oublié cette partie-là, qu'il y avait un couvre-feu à partir de minuit, quoi. ouais, 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 bah, ils ont des couvre-feux permanents. Enfin, dans la journée, là, t'as les drugstores qui ferment, t'as les rayons alcool qui sont interdits pendant toute Ouais. l'après-midi, il me semble. Et puis le soir, ça ouvre jusqu'à minuit, il me semble, hein. Et puis après, c'est fermeture nette. T'as plus de musique, tout le monde dehors. Vraiment, ça va très vite. Oui. Et ensuite, bah, là, sur ce périple-là, bah, tu as continué à travailler sur ton projet, donc ça a Mhm. décollé ou pas? Non, non, ça va pas décoller pour toutes les raisons qu'on a évoquées juste avant, hein. J'avais pas de cible définie, j'avais pas d'offre, donc j'avais pas de business hein, finalement. Je donnais des coups d'épée dans l'eau, donc c'est-à-dire que je continue de faire des vidéos qui faisaient peu de vues. Bon, ça, à la limite, c'est un peu le sort de toute chaîne YouTube. Le problème, c'est que quand derrière t'as pas de source de revenus à côté, bah t'as un peu le compte à rebours qui qui continue de tourner. Et à un moment, bah, soit tu peux en vivre, soit tu peux pas. Donc, je continuais comme ça, à faire 10 vidéos, à contacter des gens sur LinkedIn, sur Facebook, pour essayer de faire grossir une communauté en vendant je sais pas trop quoi. Et ça n'a pas marché. Et à un moment, donc, parce que je suis resté quelques mois en Thaïlande, et c'est sur la fin où je me suis dit, bon, bah, en fait, ce projet me mène à rien. Et j'ai stoppé assez net et je me suis dit bon bah puisqu'il me reste du temps en Thaïlande autant en profiter et c'est là que je me suis mis à coder à fond parce que j'avais plus que ça à faire. Toi t'étais parti je crois ou t'étais sur le Ouais, point de moi partir, les j'étais autres étaient... rentré. Ouais voilà c'est ça. Donc je faisais du code, ça me distrayait, j'étais encore un peu en Thaïlande, je kiffais même si je savais quelque part que bon, si ça marchait pas avec le code rapidement, ce qui avait peu de chances de se produire, bah, ça allait être retour à la case boulot. Ça a été le cas. Et voilà. Oui. Là, je vais t'interrompre un petit peu sur la partie code. Alors, pour ceux qui veulent se lancer en digital nomade, avec le code, c'est super difficile parce que vous avez très peu d'expérience. Trouver un boulot, c'est compliqué. Et on fait beaucoup plus confiance aux gens qui sont seniors. Et donc, c'est assez dur. Et le truc qu'on prend pas en compte, c'est vous pouvez pas partir n'importe où parce que comme on travaille en équipe, bah le truc c'est que tu vois, on est obligé de travailler sur la même time zone. Et ça, c'est un point qu'on prend pas en compte. Alors le code, c'est pas encore le truc ultime pour faire du nomadisme.
Et Ouais, je sais pas si tu veux que je commente là-dessus, mais en tout cas, moi, c'est un des trucs que j'ai cru en regardant sur Google, sur Internet, tout simplement. Et on voyait toutes ces ressources là, apprends à faire du code, deviens freelance, les freelances sont très demandés et tout. Toi, c'est vrai que tu démystifies un petit peu ça, tu débunkes le truc en disant, bon, en fait, on cherche pas juste des codeurs, on cherche des codeurs qualifiés. Et après, d'être qualifié, il faut encore avoir de l'expérience. Et de l'expérience, ensuite, il faut réussir à la mettre hmm. en place depuis l'étranger sur des postes qui veulent bien l'appliquer. Et tout ça mis bout à bout, ça complique un peu l'équation. Ah ouais, ça complique l'équation. Et encore, là, on parle d'une situation qui était en 2018. Donc en 2018, faire du full remote, c'est pas possible. Donc on a vu en 2020-2021 que maintenant c'est beaucoup plus possible, mais je pense que c'est ouvert à certains types de postes Ouais. et à certains types de profils. Et je pense que les débutants, même au point de vue, si j'ai à conseiller des débutants, surtout faites pas ça parce que vous n'allez pas progresser. Autant aller dans un bureau et travailler avec d'autres personnes et là vous allez progresser. Après, Mm, si vous voulez le faire, je pense que ça peut être un bon tremplin. mm, Mais donc t'as fini par coder mm. et t'es rentré en France parce que t'avais plus de sous, si je comprends Ouais, bien. ouais, clairement, c'était ça. Je commençais à arriver à bout de cash. Donc du coup, je suis rentré. J'avais déjà mon billet de retour, donc ça va. Je m'étais pas non plus mis euh, à 100, voilà. Mais bon, je commençais à rentrer dans le rouge. Euh, et du coup, bah là, j'ai essayé de continuer un tout petit peu quand j'étais chez moi en me disant bon bah je vais continuer de coder. Donc je continuais des tutos depuis chez mes parents, hein. Je faisais des tutos de code, je faisais un petit peu des petits projets par-ci par-là. J'ai commencé à m'inscrire sur des plateformes freelance et CDI sur du code. Et bah en fait, mine de rien, j'ai eu des contacts, hein. Bon, ça n'a pas abouti, mais j'avais même un gars qui était prêt à me signer un CDI junior à la défense avec un salaire tout pété pour du React parce qu'ils étaient tellement en dèche bah, c'était un truc un peu de comment on appelle ça là, les entreprises de prestat quoi. Donc ils cherchaient des Oui, prestataires en gros, bon, ils sont pas très regardants je pense, mais en fait on voyait que le marché il était quand même à la recherche. Je connaissais pas ça là, alors que j'avais un profil ingénieur, méca, voilà, avec de l'expérience et des choses bien, mais c'est pas en mettant ton CV là-dessus que tu as autant de demandes que dans l'IT. Donc c'était cool. Du coup, c'est posé la question, est-ce que je fais vraiment ça? C'est-à-dire, est-ce que je fais une reconversion propre, quoi? Genre, est-ce que je fais une formation? Je m'étais rapproché de... Bah, je suis allé voir des présentations de formation du wagon à Rennes. Je me suis rapproché d'organismes qui faisaient des trucs financés par Pôle emploi ou je sais plus pour faire du Angular et avec un poste à la clé. Il y avait tout ça. Ou alors, je retourne vers un poste sur lequel je suis déjà formé, j'ai de l'expérience et qui va aussi bah, me payer plus et sur lequel je suis à l'aise. Je sais que même si c'est pas le truc que j'ai envie de faire de ma vie, euh, c- au moins j'ai plus la certitude que le code. C'était un choix assez difficile. Et finalement, bah, j'ai choisi de retourner dans un poste, donc celui que j'occupe encore actuellement, et que j'aurai occupé pendant 2 ans d'ici la fin septembre. ok. Et donc si je comprends bien, ensuite, pourquoi est-ce que tu as abandonné l'idée de faire du nomadisme ou c'est toujours resté dans un coin de ta tête? Tu t'es dit, bah là, je prends un CDI et au moins ça me laisse 1 an, 2 ans pour reconstruire un trésor de guerre, quoi. Ouais, bon, bah, en fait, si tu veux, pendant les entretiens d'embauche, évidemment, c'est une question qu'on m'a posée, hein. Oui, alors, vous avez un trou de 1 an dans votre CV. Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, bon, je suis parti à l'étranger. J'ai testé de faire des ventes en ligne, machin, machin. Ah oui, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou est-ce que vous êtes prêt à vous installer à Paris, à avoir une zone à couvrir, enfin, un peu aux antipodes de ce que vous faites, quoi. Oui, oui, bien sûr. Bon, j'ai tourné la page, vous savez, j'ai expérimenté, machin. Bon, au fond de moi, il y avait quand même toujours une petite voix qui me disait, non mais Gaëtan, écoute, bon, t'es reparti pour une phase de transition, ravale un petit peu ta fierté, refais-toi la cerise,
trouve-toi un plan un petit peu plus sérieux, et puis repars, quoi. Donc, maintenant, j'ai fait quand même 2 ans dans ce job. On pourrait dire, bon, bah, t'aurais pu partir au bout de X mois, j'en sais rien, aller plus vite. Après, on apprend de ses erreurs. Donc, j'ai quand même pris le temps de maturer un peu le truc. J'ai longtemps tourné autour du pot en me disant, est-ce que à côté du taf, je fais du code, ou est-ce que à côté du taf, je repars sur des trucs plus marketing digital? Parce que moi, le web en grand m'intéresse, quoi. Tout ce qui est problématique web, de toute façon, c'est complètement en cohérence avec ce qui m'attire, quoi. Bosser depuis l'étranger, le numérique, de toute façon, mes collègues, ils le disent tous, je suis le geek de la boîte, ok, quoi. Enfin, aujourd'hui, être geek dans une boîte d'ingénieur en mécanique, c'est pas très compliqué. Du coup, bon, bah, voilà, j'ai réfléchi un petit peu plus à la question. Du coup, je me suis remis à niveau en me disant, bon, je vais faire du marketing, je vais me remettre à niveau sur la technologie, je vais faire mes preuves, trouver des clients, et puis après me lancer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, donc tu, tu adoptes une démarche un petit peu plus long-termiste, sereine, posée, réfléchie, parce que t'as pas envie de te casser la gueule comme tu l'as fait auparavant, parce que ça fait un peu mal. Oui, je pense que c'est une réflexion qui est aussi plus mature, dans le sens où tu t'es plus centré sur toi-même, mais t'es centré vers les clients. Et je pense que c'est beaucoup plus facile comme ça parce que tu réponds à un vrai besoin. Bah ouais, clairement. Enfin, euh, avant, voilà, c'était bon. Qu'est-ce que je fais pour moi? Comment je vais gagner de l'argent? Aujourd'hui, c'est euh, j'ai une compétence qui peut aider des gens. En fait, la vraie question, c'est qui sont les gens dans mon entourage et quels sont leurs problèmes avant de dire j'ai une solution à apporter à leurs problèmes. Bon, en l'occurrence, quand tu as déjà ta solution qui est identifiée, c'est plus facile de l'appliquer à un problème, mais il faut toujours commencer de la personne qui a besoin d'aide, quoi. Parce que c'est elle à la fin qui décide si oui ou non elle a besoin de toi, c'est elle qui va te payer, c'est voilà, c'est comme ça que tu crées que tu crées ton activité. Du coup, bah moi ce que j'ai fait euh, en me disant j'ai staff qui me prend du temps, qui me prend de l'énergie, je vais pas pouvoir soulever des montagnes entre les 17 h et minuit si je veux avoir un sommeil décent et un petit peu de vie perso. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bon, j'ai échangé avec des gens de mon réseau que j'ai réactivé un petit peu, ça a fait du bouche à oreille. Ça a abouti sur des premiers coachings d'un pote connaissance qui avait une boutique en ligne sur lesquels je l'ai vraiment accompagné sur ses premières campagnes, sur de la mise en place de Facebook Ads, hein, donc c'est de la publicité en ligne sur Facebook. C'est toutes les petites publicités que vous voyez, les images, les vidéos sur votre mobile, sur votre fil d'actualité, sur ordinateur, tout ça. Donc ça se gère, ça s'optimise. Tu peux créer vraiment ce qu'on appelle un tunnel de vente marketing, donc pour aider les gens à faire croître leur activité, à aller toucher des personnes sur Facebook et à les convertir en acheteurs. Donc ce mec-là, je l'ai aidé à le faire sur sa boutique qui était à destination des États-Unis. C'était du dropshipping. Bon, voilà, moi ça me faisait un premier client, une première expérience. Donc c'était beaucoup plus de pédagogie que ce que je l'imaginais. Donc tu confrontes un peu ton offre à ce que les gens attendent. Tu t'aperçois que c'est pas toujours exactement ce que tu t'imaginais. Et ce mec dit ah ouais bah écoute il me disait ouais voilà j'ai vraiment l'impression que tu me donnes un traitement VIP, ton offre elle a de la valeur et tout, je vais te présenter à une boîte, je vais leur parler de toi, ils vont peut-être besoin de Facebook Ads et c'est exactement comme ça que ça s'est fait et là après ça a abouti sur un premier client et ce client donc bah super, un vrai client comme je le cherchais quoi. Euh, Boutique e-commerce sur Shopify, une marque australienne super installée en Australie, mais inconnue du public en Europe. Donc, ils ont besoin vraiment de faire connaître leur présence. Et pour ça, ils envisagent une stratégie de ads. Et ils ont fait appel à moi. Et on a travaillé ensemble comme ça pendant plusieurs mois à mettre en place leur stratégie marketing, leur message publicitaire, à améliorer leur site, je leur donnais des conseils, etc. Et avec la publicité, bah, ça générait 90% de leur chiffre d'affaires. Donc, bah, ils étaient quand même contents de la prestation parce que tu as un vrai délivrable mesurable derrière, chiffré. Donc, le résultat était là, indéniable. Et de l'autre côté, il y avait tout ce qui est accompagnement, soft skills, reporting et tout. Donc, avec tous les retours qu'ils te donnent, ça te permet de construire une offre
Et même encore plus que ça, de construire une relation, parce que pas plus tard qu'hier soir, j'étais en train de boire un verre avec eux, on s'est rencontrés à Paris. Ils m'ont invité à boire un verre voilà, on a vraiment noué des liens, on continue de faire des coachings, tu vois, ils recherchent aussi de la pédagogie, de l'apprentissage pour connaître un petit peu l'outil et tout. Et ça, ça te permet voilà, d'élargir ton offre, de tester un peu tes compétences, de te mettre à jour. Et c'est cool. Et donc, tu fais ça en parallèle de ton CDI? Ouais, exactement. Donc j'ai toujours le statut micro et avec le versant activité libérale, donc tu fais de la prestation de service. Et puis ouais, c'est à côté du taf. Donc quand on a besoin de faire des coachings, on se réserve un créneau après le taf et puis on passe une heure ensemble à parler de problématiques, à faire des petits tutos ensemble. Quand c'est de la gestion de campagne, c'est tous les jours, tous les X jours, je me jette dans leur business manager. Donc le business manager, c'est la plateforme sur laquelle tu vas gérer tes campagnes publicitaires et où tu vas pouvoir monitorer la dépense, la performance, etc., faire toutes les modifications que tu veux. Donc tu le fais un petit peu tous les jours. Tu n'as pas trop le nez dedans parce que sinon tu n'arrives pas à prendre de recul un petit peu sur les résultats. Donc au final, c'est pas non plus un truc où tu as besoin d'être à 35 heures sur un client dessus. Sinon de toute façon ce serait pas viable vu le tarif. Et voilà, comme ça, c'est jouable d'avoir la première partie de la journée ton taf. Le soir et week-end, tu peux taffer sur ton client. Les week-ends, je leur préparais un petit rapport de ce qui avait été fait la semaine, avec un tableau, des résultats, un suivi, machin, un petit Loom. C'est un logiciel qui permet d'enregistrer sa webcam et de filmer son écran où je disais, voilà, j'ai fait ceci, cela. Et comme ça permettait, à distance, comme je le veux, en fait, en mode nomade digital, mais chez moi, d'avoir une activité qui me rapporte de l'argent et qui aide mon client, quoi. Ok, et c'est là ensuite que tu vas refaire une nouvelle transition où là tu vas quitter ton job pour pouvoir trouver de nouveaux clients et là faire ça full time. Exactement, c'est ça. En fait, j'ai mon MVP, Minimum Viable Product. Donc, j'ai confronté mon offre au marché. Elle a été validée. J'ai voilà, une boîte qui me connaissait pas du tout, qui a eu la recommandation de quelqu'un, donc ça aide, mais au final, c'était la première fois que j'ai livré cette prestation, ça les a pas empêchés de me faire confiance, de me payer tous les mois, pendant plusieurs mois. Du coup, à partir de là, je me suis dit, ok, ça c'est validé. Donc soit je continue de faire ce que je faisais jusqu'à présent, c'est-à-dire j'ai mon CDI pendant la journée et le soir je fais le boulot du client plus potentiellement de la création de contenu sur LinkedIn, plus de la prospection. Ça commence à faire beaucoup, mais pourquoi pas après tout. Soit je me dis maintenant que c'est validé, là j'ai vraiment envie de battre le fer tant qu'il est chaud d'une certaine manière. Et là c'est le moment de partir. Donc là j'en ai parlé à ma boîte. J'ai dit voilà, j'ai ce projet, c'est réfléchi, ça a été validé et tout. Ça a été plutôt bien accueilli, hein. Les gens me félicitent, etc. Bon après on te félicite parce que tu as un projet. Voilà, c'est pas la panacée non plus. Oui. Le truc c'est quand le projet est réussi. Mais bon c'est cool. Et du coup ça va être full time Facebook Ads vraiment donc. Pour revenir, si on peut faire un petit peu un résumé de ce qui m'a amené jusque-là, qu'est-ce qu'il fallait depuis le début, quoi. Trouver un client qui est prêt à payer, qui a un vrai besoin identifié, avoir une solution sur laquelle tu es compétent, pertinent, si possible différencié, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut se prétendre expert du web sur un sujet en faisant une landing page sur WordPress. Et puis après, faut faire le taf, quoi. Donc tout ça, au début, je l'avais pas. Et après, je l'ai eu. Donc quelque chose de très très niché, très spécifique. Comme ça, vraiment, les gens ils reconnaissent la valeur. Ils disent pas, ce mec, il offre à la fois du voyage et à la fois du YouTube et à la fois du ceci cela. Non, ce mec, il est spécialisé là-dedans. Il est bon là-dedans. Il a eu des résultats. Je vais lui faire confiance. Et à partir de là, tu construis. Et c'est ce que je vais faire. Je suis vraiment à l'étape zéro, hein.
Oui, donc là, tu as inversé le problème. Tu reviens aux fondamentaux, tu te dis, bah voilà, je vais être freelance, je vais faire une prestation de service, je vais faire du cash et ça va me permettre de, de devenir digital nomade. Et c'est tout ce que je te souhaite. On va arriver aux questions de fin parce que je pense que là, on est arrivé à peu près là où tu en es aujourd'hui. Donc, Ouais. une question que j'aime bien poser, si tu avais une ressource à nous recommander pour parler de nomadisme digital. Ouais, il y a un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Nomadlist. C'est un site sur lequel sont répertoriées toutes les villes avec un classement, un score de potentiels nomades. C'est-à-dire, est-ce que le coût de la vie est élevé? Est-ce que la qualité de vie est bonne? Est-ce qu'il y a beaucoup de nomades qui sont là-bas? Est-ce que l'Internet est bon? Il y a plein de petites fonctionnalités, genre tu peux avoir une carte des quartiers, les meilleurs quartiers où s'installer, les quartiers émergents, tu as des chats avec les gens qui arrivent, qui sortent, tu as plein de statistiques, c'est super intéressant pour les gens qui regardent ta chaîne et qui sont à la recherche d'un projet. Ça, c'est un truc qui est vraiment super cool, je pense, si ça intéresse des gens qui sont en mode nomade digital. À la base, il me semble que c'est parti de Twitter, où le gars, il a juste mis une fiche Excel où c'était, bon bah voilà, il y a en premier Chiang Mai en Thaïlande, en deuxième il y a Budapest en Hongrie, il y a tel score, ça coûte tant. Et les gens ont alimenté la base et à la fin ils en ont fait un site et ils ont élaboré plein de fonctionnalités. Et le mec il a tout codé lui-même quoi. Enfin, après au début il a tout codé lui-même. Après il a une équipe et tout, mais ouais, super ressource vraiment à checker pour ceux qui sont intéressés par le nomadisme. Et ma dernière question, ça sera si dans 3 ans tu es quelque part, tu seras où? Et tu feras quoi? Moi, mon but ultime, c'est de m'installer au Japon, à Tokyo, parce que quand j'y suis allé il y a quelques années de ça, c'était ouais, dans le moment où je commençais à découvrir un petit peu ce que c'était que le business en ligne et tout, et j'ai fait un voyage au Japon, et je me suis dit, oh là là, si je pouvais m'installer ici toute ma vie, ce serait cool. Comment je fais? Ouais, j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir m'installer au Japon, et ce serait l'étape génération de cash flow, c'est cool et c'est important. Faut passer par là. Faut d'abord avoir des fondations solides. Mais la suite, bon là, je vais lancer une chaîne YouTube. J'ai pas la prétention qu'elle me fasse de l'argent dans un avenir proche. Ce serait plus un projet qui permet de construire une communauté et d'offrir quelque chose à cette communauté en échange d'une contrepartie financière. Donc d'avoir un projet qui me permet de gagner plus d'argent. Donc dans 3 ans, ce serait plus d'avoir ce projet-là qui est plus développé, qui potentiellement puisse remplacer mon activité de freelance de manière à continuer de générer des revenus et d'augmenter ma qualité de vie. Après, bon, il y a la question de comment j'arrive là, et puis aussi le côté pratique. S'installer au Japon, c'est pas le plus facile. Non. Sur les côtés légaux déjà, sur les côtés financiers, faut quand même être assez aisé hein, pour s'installer à Tokyo. Donc c'est pas donné à tout le monde. Ok, bah, je te remercie pour toutes ces informations. Alors si on veut te retrouver quelque part et suivre toutes tes aventures, on te retrouve où? Le mieux, c'est de me suivre sur LinkedIn parce que je publie tous les jours en ce moment. Donc, c'est Gaëtan Hamel sur LinkedIn. Et sinon, bah, je vais bientôt activer une chaîne YouTube hein, qui est en préparation. Donc, je pourrais te donner le lien en glissant dans la description. Et puis, petit à petit, quand je vais la populer de vidéos, ben, peut-être que les gens seront intéressés d'apprendre comment faire de la publicité en ligne et plus, pourquoi pas. Ok, bah, je te remercie. Merci de nous avoir suivis jusqu'à là. Donc c'est un épisode qui est un petit peu différent par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Donc si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire dessus. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous et on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine interview.